c'est de laisser entrer et sortir les gens de la mairie parce qu'il y a une signature de livre aujourd'hui par M. Bernard Hinault. Alors vous comprenez que voilà, on se met sur le côté. Voilà. Bon. Donc on va commencer, il est 11h moins 20. Voilà. Et Jean-Yves, Destin en moins. Approche-toi là. Fais approcher les gens, non? Voilà, ça commence bien. Donc quelques textes à lire. Un premier texte qui sera lu par Claire, c'est un communiqué officiel du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, dont la FPS fait partie. Ensuite, Alain va lire un texte qui fait le focus un petit peu sur la situation humanitaire et sur la gravité de la crise humanitaire et notamment de l'utilisation de la faim comme arme de guerre par Israël. Et en lien avec ça, une nouvelle importante sur le fait qu'une grande ONG comme Human Rights Watch a aussi publié un rapport cette semaine évoquant le terme de génocide, acte génocidaire et crime d'extermination, en se basant sur l'aspect de l'accès à l'eau. Et ensuite, on terminera par quelques news et notamment des plaintes en justice de nouveau contre Israël. Voilà. Donc c'est un communiqué du 13 décembre. Imposons la fin des massacres, du génocide, du déni d'humanité. Imposons des sanctions contre l'État d'Israël. Cela fait maintenant plus de 14 mois que les Palestiniens et Palestiniennes de Gaza subissent l'horreur d'une guerre atroce menée contre leur existence même et qui se déroule sous nos yeux. Et cela fait plus de 10 mois que la Cour internationale de justice a ordonné des mesures pour stopper un génocide qu'elle considérait déjà comme plausible. Depuis octobre, les massacres et la famine organisée se sont encore intensifiés dans le nord de la bande de Gaza. Le nombre des personnes tuées et blessées, des destructions, des déplacements forcés de population donne le vertige. L'anéantissement par l'armée israélienne de toutes les infrastructures vitales se poursuit sans relâche. Les rares témoins intervenant pour des organisations humanitaires décrivent une situation apocalyptique, une horreur à un degré qu'ils n'ont jamais vu. Les Palestiniens de Cisjordanie, y compris de Jérusalem-Est, subissent sans arrêt les attaques de l'armée et des colons, les expropriations, les démolitions de maisons, les opérations de nettoyage ethnique, par déplacement forcé des populations, les meurtres, les arrestations arbitraires. Le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens dénonce cette guerre contre tout un peuple qui prolonge une politique de dépossession du peuple palestinien à l'œuvre depuis des dizaines d'années. Le cessez-le-feu qui est entré en vigueur au Liban ne peut pas faire oublier les bombardements israéliens d'une violence inouïe jusqu'au centre de Beyrouth, le déplacement d'1 million de personnes, les destructions considérables et les milliers de morts. Le gouvernement israélien d'extrême droite n'a pas abandonné l'option d'une guerre régionale qui nous entraîne vers l'abîme. Nous continuons à manifester en masse pour exprimer notre indignation et exiger que cela s'arrête. Nous n'acceptons pas la complicité de fait de nos autorités avec l'État d'Israël et la politique qu'il mène. Nous n'acceptons pas l'impuissance organisée. Nous n'acceptons pas que les principes du droit international, du droit humanitaire s'écroulent sous nos yeux et que nos institutions internationales soient ainsi mises à mal. L'État d'Israël viole systématiquement toutes les résolutions de l'ONU. Il n'est pas acceptable de le laisser faire.
Nous avons toujours dénoncé sans ambiguïté l'ensemble des crimes de guerre commis depuis le 7 octobre. Les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, notamment contre le Premier ministre israélien, contre l'ancien ministre de la Défense et un dirigeant du Hamas, constituent un événement considérable et sont révélateurs de la gravité de ce qui se joue aujourd'hui. Les déclarations de la France, qui a invoqué une immunité pour tenter de protéger les dirigeants israéliens, sont d'une totale indignité. L'Assemblée générale des Nations unies a réclamé le 18 septembre la fin de l'occupation israélienne du territoire palestinien occupé dans un délai de 12 mois et appelé à des sanctions contre Israël. Mais que fait la France pour aller dans ce sens, alors qu'elle a voté pour cette résolution? Le collectif national pour une paix juste et durable exige un cessez-le-feu immédiat et pérenne à Gaza, le retrait de l'armée israélienne et l'ouverture de tous les points de passage à l'aide humanitaire, la fin de l'occupation, de la colonisation et de la politique d'apartheid, conformément à la résolution de l'ONU du 18 septembre 2024. Le droit au retour des réfugiés palestiniens, comme le stipule la résolution 194 de l'ONU. Le retrait immédiat de l'armée israélienne du Liban et la pérennisation du cessez-le-feu. La libération de toutes les personnes détenues, qu'il s'agisse des otages détenus par le Hamas depuis plus d'1 an, des plus de 10 000 prisonniers politiques palestiniens détenus au mépris du droit international depuis des dizaines d'années pour beaucoup d'entre eux, et des milliers de Palestiniens de Gaza transférés dans des centres de détention et de torture. La liste est longue. Ah non. Un soutien matériel et politique à l'UNRWA, à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, honteusement attaqués par Israël. Un soutien sans ambiguïté à la Cour pénale internationale et l'engagement d'appliquer ces décisions sans restriction ni réserve. Nous n'acceptons aucune immunité pour les criminels de guerre. La protection des journalistes palestiniens et l'ouverture de Gaza à la presse internationale. La fin de l'impunité de l'État d'Israël et des sanctions tant qu'il ne respecte pas le droit international. Un embargo sur toutes les livraisons d'armes, de munitions et de composants militaires à destination d'Israël. Des sanctions diplomatiques, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. La reconnaissance par la France de l'État de Palestine dans le cadre du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, la construction d'un avenir de paix entre les peuples palestiniens et israéliens fondé sur l'égalité des droits, le respect de la liberté d'expression, de manifestation, de réunion, la lutte contre le racisme sous toutes ses formes, dont l'antisémitisme, le refus de toute instrumentalisation de cette lutte et de tout amalgame. Nous appelons la population de notre pays à poursuivre sa mobilisation, notamment aujourd'hui le 20. Théa. Oui, voilà, c'est un article de Middle East Aid du 12 décembre. Plus d'une douzaine de personnes tuées lors de l'attaque d'un drone israélien contre un convoi humanitaire à Gaza. Ça continue. Une attaque de drone israélien contre un convoi humanitaire dans le sud de la bande de Gaza a tué au moins 15 personnes, dont plusieurs humanitaires et gardes humanitaires, aggravant ainsi la crise de la faim dans l'enclave. L'attaque de jeudi a également fait plus de 30 blessés.
dont certains dans un état critique à l'ouest de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza. Selon les habitants de la région et les médias locaux, un certain nombre de personnes tuées étaient des gardes humanitaires présents pour empêcher les pillages et le chaos dans les points de distribution. Nasser Banat, dont le fils et le gendre gardaient la distribution de l'aide avant d'être tués dans les attaques, a déclaré à Middle East Eye que l'armée israélienne ciblait ces convois parce qu'elle considérait que les gardes armés de la distribution de l'aide étaient soutenus par le Hamas. Ils, l'armée israélienne, c'est une citation encore, veulent que les gens volent des paquets d'aide et maintiennent le chaos, a-t-il déclaré. Il s'agit de la dernière attaque ciblée d'Israël contre des convois humanitaires et des travailleurs humanitaires. Au cours du week-end précédent, des attaques meurtrières ont été signalées à travers la bande de Gaza, l'une d'entre elles ayant visé une file d'attente de distribution de farine dans la ville de Rafah dans le sud. L'occupation a une fois de plus pris pour cible ceux qui assuraient la sécurité des camions d'aide, a déclaré à l'AFP Mahmoud Bazal, porte-parole de la défense civile palestinienne, précisant qu'une trentaine de personnes, des enfants pour la plupart, avaient également été blessés lors de ces attaques. L'occupation vise à détruire tous les services destinés aux citoyens de la bande de Gaza, dit-il. Selon un nouveau rapport de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, la sécurité alimentaire dans la bande de Gaza s'effondre, laissant la population dans un état de pur désespoir. L'agence indique que plusieurs problèmes empêchent les fournitures humanitaires d'entrer dans la bande de Gaza, notamment la détérioration de l'ordre public, la guerre et l'insécurité, les infrastructures endommagées, les pénuries de carburant et les restrictions d'accès. En outre, l'ensemble de la population de Gaza reste exposée au risque de famine et connaît actuellement un niveau d'urgence d'insécurité alimentaire aiguë selon la classification intégrée de la sécurité alimentaire, un organisme appelé IPC. Une nouvelle évaluation de l'ONU précise que l'obstruction de l'accès humanitaire et l'intensité de la campagne de bombardement ont considérablement accru le risque de famine pour les habitants du nord de la bande de Gaza à mesure que les réserves de nourriture, d'eau, de carburant et de médicaments s'amenuisent. Pour la période de novembre 2024 à avril 2025, alors là, il y a une erreur, je pense. Non, plus près de 2 millions de personnes, soit plus de 90% de la population, sont classées en phase 3 de l'IPC, c'est-à-dire phase de crise, dont 876 000 personnes, 41%, en situation d'urgence, la phase 4, et 345 000 personnes, 16%, en situation de catastrophe, la phase 5 de leur notation. Le CIP classe l'alerte la plus extrême dans la phase 5 qui comporte deux niveaux, la catastrophe et la famine. Selon les estimations, 60 000 cas de malnutrition aiguë chez les jeunes enfants sont à craindre entre septembre 24 et août 2025. Et chacun sait que la malnutrition chez les jeunes enfants, c'est des séquelles à vie. Gada Mohammad Ismail Zorob a expliqué à Middle East Eye qu'en raison du manque de nourriture, son fils, Hassan Abdel Zorob, 19 ans, était allé chercher de la farine au point de distribution de l'aide contre son avis. Il raconte « Il a couru comme un fou, s'est jeté au devant de la mort pour obtenir un sac de farine afin de nourrir sa mère et son père. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon fils. A-t-il disparu ? Est-il retenu en otage? A-t-il été martyrisé? Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Qu'ont fait ses enfants pour mériter cela? Un jeune de 19 ans, qu'a-t-il fait? Il a rapporté un sac de farine pour nourrir sa famille. Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Depuis plus de 13 mois, les autorités israéliennes autorisent maintenant que le minimum requis en matière d'approvisionnement quotidien en nourriture, en eau, en électricité et en médicaments. Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, a fait part de son inquiétude face à l'aggravation de la catastrophe humanitaire dans l'enclave. Je cite, « Les mots nous manquent, la faim et la maladie sévissent, les humanitaires doivent pouvoir faire leur travail. Les obstacles à l'aide doivent être levés sans plus attendre, sinon d'autres vies seront perdues. Cela ne cesse de mettre à l'épreuve notre humanité commune. » Voilà, donc on se répète d'un samedi à l'autre.
Oui, il n'y a pas d'erreur l'IPC fait des prévisions. Donc, quand on fait des classements, ce qu'il faut retenir de ça, ce sont pour la période à venir, c'est pratiquement toute la population de Gaza qui est concernée, 90%, mais donc une partie non négligeable par le stade ultime de la classification de l'IPC qui comporte 5 niveaux, c'est-à-dire famine, catastrophe. Et pour compléter ce texte-là, hier j'entendais sur une émission de France Culture l'interview de 2 spécialistes de ces questions qui décrivaient exactement ça. Elle parlait de la stratégie du chaos, c'est-à-dire comment l'aide humanitaire est utilisée pour créer le chaos. Et effectivement, il y a des meutes, il y a des bandes qui rackettent maintenant aussi les convois humanitaires, mais toute la responsabilité en incombe à Israël. Et le témoignage qui vient d'être lu, là, ce sont des gens qui meurent pour juste sauver un sac de farine, pour récupérer quelque chose. C'est vraiment une situation apocalyptique qui était décrite hier aussi sur France Culture par ces 2 experts. Donc en complément de ça, le dernier rapport de Human Rights Watch. Voilà, donc je vous lis une synthèse du rapport qui a été établi par un membre du BN de la FPS, Michel Basileo. Donc Human Rights Watch accuse Israël d'extermination, de crimes d'extermination et actes de génocide pour avoir restreint l'accès à l'eau aux Palestiniens de Gaza. Dans un rapport publié jeudi, l'organisation internationale Human Rights Watch accuse Israël de crimes d'extermination et d'actes de génocide en restreignant l'accès à l'eau pour les Palestiniens de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas il y a plus d'1 an. Citation du rapport. Les autorités israéliennes ont délibérément créé des conditions de vie visant à causer la destruction d'une partie de la population de Gaza en privant intentionnellement les civils palestiniens de l'enclave d'un accès adéquat à l'eau, ce qui a probablement causé des milliers de morts, écrit HWRW dans un communiqué accompagnant son enquête. Ce faisant, les autorités israéliennes sont responsables du crime contre l'humanité, d'extermination et d'actes de génocide, ajoute l'ONG. Dans son rapport, Human Rights Watch juge qu'Israël a intentionnellement limité l'accès à l'eau des habitants de Gaza et affirme que cela dénote une volonté d'extermination. L'ONG accuse Israël d'actes de génocide et non de génocide, accusation qui nécessiterait de faire la preuve d'une intention génocidaire. Ce qu'a quand même laissé entendre le rapport d'Amnesty International. La ligne de conduite présentée dans ce rapport, ainsi que ces déclarations laissant penser que certains responsables israéliens visaient à anéantir les Palestiniens de Gaza, pourraient signaler une telle volonté, ajoute toutefois le rapport. Au cours de son enquête de près d'1 an, Human Rights Watch a dit avoir sollicité l'armée israélienne sur les faits détaillés dans le rapport, mais ne pas avoir reçu de réponse. Pour expliquer comment l'eau est venue à manquer dans la bande de Gaza, Human Rights Watch rappelle que Yoav Gallant, alors ministre de la Défense d'Israël, avait ordonné un siège complet du territoire palestinien dès le 9 octobre 2023. Il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de carburant, avait-il déclaré au surlendemain de l'attaque du Hamas. Human Rights Watch détaille comment l'approvisionnement en eau s'est amenuisé en raison du manque d'électricité essentiel au fonctionnement des pompes de nombreux puits du réseau d'adduction local. Son rapport de près de 200 pages cite plusieurs professionnels de santé actifs dans la bande de Gaza affirmant que le manque d'eau a conduit à des morts en causant ou en favorisant des maladies notamment. Voilà, donc c'est important ce rapport de Human Rights Watch, c'est une ONG importante qui a pignon sur rue, comme on dit, qui franchit le pas des mots génocidaires, etc., etc., etc. Je voulais juste ajouter que dans l'émission que je citais tout à l'heure sur France Culture, face à ces 2 expertes qui décrivaient la même chose, exactement ce qu'on vient de dire là, il y avait chez les 2 journalistes de France Culture une forme d'incrédulité qui les poussait à poser des questions toujours plus naïves les unes que les autres. On sentait qu'ils avaient du mal à entendre, bien que Amnesty International, Human Rights Watch, MSF aussi, on vient d'en parler tout à l'heure, a utilisé le mot des génocides. Malgré tout, on sent qu'il y a une partie
de la classe, des médias, des journalistes qui ont du mal à franchir ce pas-là. Donc à nous de continuer aussi, et les politiques, n'en parlons pas. Alors, je vais peut-être pas lire tout ce qu'on avait prévu de lire parce que c'est un peu long. Je vais essayer de donner ça dans les nouvelles. Quand même, chose importante, un avocat en France, un avocat franco-israélien, a pris l'initiative d'interpeller la CPI. Alors c'est une démarche qui n'est pas la même que celle que l'on connaît déjà. Il a pris l'initiative d'interpeller la CPI pour de lui demander d'engager des poursuites contre 8 responsables israéliens pour incitation au génocide, en disant que le procureur de la CPI ne devrait pas attendre que tout le monde soit mort à Gaza. Cet avocat franco-israélien s'appelle Omer Schatz. Donc il a fait un signalement au bureau du procureur de la CPI, un document de 170 pages, qui est, et c'est intéressant, déposé au nom d'une victime franco-palestinienne, dont le nom a été gardé secret pour des raisons de sécurité. Et donc il demande que soit poursuivi le président de l'État hébreu, Isaac Herzog, le Premier ministre, bien sûr, Benjamin Netanyahu, l'ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, le ministre de la Défense, Israël Katz, le général à la retraite, Giora Eilan, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, ainsi qu'un journal de télévision, Zvi Yeheshkeli, que je ne connais pas. Ces 8 hommes, dit-il dans son rapport, donc 170 pages, ont publiquement et directement incité d'autres à commettre le génocide contre les Palestiniens de Gaza. Voilà, donc l'avocat et professeur à Sciences Po, Omer Schatz, a fait de cette affaire un cas d'école, associant 8 étudiants de Sciences Po à la rédaction du signalement. Ils ont notamment collecté jour après jour toutes les déclarations des dirigeants israéliens. On les a déjà lues, donc je ne vais pas les relire toutes, mais il y a tout un florilège de déclarations qui prouvent en fait l'intention génocidaire. Pour Omer Schatz, l'obligation du procureur de la CPI de prévenir les crimes et de dissuader les auteurs ne lui laisse pas d'autre choix que d'étendre l'enquête en cours aux crimes d'incitation au génocide. Aussi longtemps que le procureur échoue à remplir ses obligations, la victime au nom de laquelle cette communication est soumise, dit-il, ainsi que plus de 2 millions de membres du groupe ciblé, c'est-à-dire les Palestiniens de Gaza, restent exposés au risque imminent d'être victimes d'autres actes et crimes de génocide. Omer Schatz avance qu'une enquête pourrait être rapide sur ce plan, car même si le procureur n'a plus accès à la bande de Gaza, à la Cisjordanie ou à Israël, parce que depuis l'émission des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant, le 21 novembre, il est persona non grata, c'est-à-dire qu'Israël se permet d'interdire à un représentant de la communauté internationale de venir sur son territoire. Donc, mais Schatz dit, le procureur n'aurait pas besoin de venir sur place, il n'y a pas besoin de mettre les pieds là-bas, puisque tous les documents sont connus. En se tournant vers la cour, donc l'avocat se dit se sentir obligé, en tant que juif, de faire cette démarche. Il se dit consumé en tant qu'Israélien par la situation dans le pays. Je vois, dit-il, que tous les avocats israéliens sont tellement effrayés de dire ce qu'ils pensent au sujet de Gaza que je me sens obligé, en tant que juif, de faire cela. Je crois que je dois avoir ce rôle en Europe aussi. Ayant résidé en Israël jusqu'en 2014, il raconte avoir quitté le pays après une affaire perdue devant la Cour suprême. C'était déjà à l'époque, en 2014, un dossier contre Yoav Gallant, qui allait devenir chef d'état-major, mais on s'y opposait parce qu'il n'y avait eu aucune enquête pour la guerre de 2008 dans laquelle il avait des responsabilités. En 2014, c'était une autre guerre, il y a 10 ans, une autre guerre qui s'est abattue sur Gaza, mais les auteurs de crimes restent aujourd'hui impunis. Devant la Cour suprême, l'avocat se rappelle qu'il avait alors prévenu les juges, donc il y a 10 ans, devant la Cour suprême israélienne. Il leur avait dit, vous verrez, dans 10 ans, il y aura un génocide. On y est. Voilà, donc... Voilà, on va donc passer à quelques nouvelles de la semaine, quelques brèves. Alors... il y en a une qui n'est pas une bonne, certes, vous l'avez vu, alors ceux qui sont adhérents de la FPS ont en tout cas lu le dernier communiqué de la FPS qui fait état
de la situation à Jenin. Jenin, qui est le foyer d'une résistance armée, notamment dans le camp de réfugiés, active, mais pas seulement. Et la semaine dernière, pendant plusieurs jours, c'est l'autorité palestinienne qui a attaqué Jenin en faisant plusieurs morts, trois morts, dont trois combattants, dont un enfant. Alors la SPS a écrit un communiqué condamnant la façon dont l'autorité palestinienne s'en est prise aux combattants de Jenin et appelant tout le camp palestinien à l'union. Parce qu'il est évident que ce qui se passe, cette façon d'agir et ce qui se passe à Jenin ne sert qu'un seul camp, c'est le camp israélien. Maintenant, il faut bien se dire que toutes les situations d'occupation, d'annexion dans l'histoire et partout dans le monde génèrent ce genre de choses. On est proche de la guerre civile. Mais c'est le but poursuivi par Israël. Donc nous, à FPS, on a pour ligne de conduite de ne pas se substituer aux Palestiniens dans les choix qu'ils font pour une résistance qu'on estime et qui est légitime. On ne s'interdit pas cependant, on l'a fait, de condamner le mode d'action choisi par le Hamas le 7 octobre 2023. On condamne aussi à la SPS le mode d'action choisi par l'autorité palestinienne contre Jenin. Et on le déplore, bien sûr, et on espère que les choses ne vont pas dégénérer. Et on appelle, évidemment, le camp palestinien à se réunir face à celui qui est le seul responsable de la situation. On parlait tout à l'heure de la politique du chaos. C'est la politique du chaos que joue Israël en organisant la pénurie alimentaire, de médicaments, la pénurie d'eau, etc. C'est la politique du chaos. C'est aussi la politique du chaos sur le plan politique, en faisant de l'autorité palestinienne des supplétifs à son service. C'est ainsi qu'ils sont ressentis par beaucoup de gens en Cisjordanie aujourd'hui. Donc il faut évidemment condamner tout ça. Donc, un petit peu d'espoir par contre, puisque vous avez entendu parler des pourparlers de paix. Alors, qui serait, paraît-il, plus que jamais sur le point de peut-être aboutir. Non pas de paix, je me suis trompé, de trêve. Alors on ne peut que se réjouir, effectivement, si une trêve intervient rapidement pour tous les Gazaouis qui meurent encore aujourd'hui. Tout à l'heure, dans l'extrait qu'a lu Alain, il ne s'agissait même pas seulement du nord, on parlait de Khan Younis qui est dans le sud, c'est-à-dire que Israël continue son œuvre de mort, particulièrement dans le nord de la bande de Gaza, mais pas seulement. Donc on ne peut que se réjouir pour les Gazaouis si une trêve intervient enfin. On ne peut pas se réjouir en revanche des conditions dans lesquelles cette trêve interviendrait. Israël est plus fort que jamais aujourd'hui sur le plan politique. Et ça sera une trêve sous les auspices des États-Unis de Donald Trump qui a dit, paraît-il, il y a peu, qui a promis l'enfer si les otages israéliens ne sont pas libérés avant son investiture. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais de toute façon, ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, le droit des Palestiniens est en recul sur tous les fronts. À Gaza, en Cisjordanie. Donc, oui, on se réjouit d'une trêve si elle intervient. Rien n'est sûr encore, parce qu'on voit bien qu'Israël se sent autorisé à tout. Ils bombardent en Syrie, ils bombardent encore au Liban, ils bombardent partout. Donc, petit espoir immédiat, malheureusement, pour la paix juste et durable que nous appelons tous de nos voeux. On va dire qu'il y a encore du travail. Voilà, je ne vais pas tenir. On va arrêter là maintenant. On ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine. On avait décidé de faire une pause samedi 28 décembre, comme l'an dernier. On se donne rendez-vous donc début janvier, samedi 4 janvier, à moins peut-être qu'une trêve intervienne. On verra dans ces cas-là ce qu'on fait. En tout cas, on vous donne rendez-vous au mois de janvier, parce que je l'avais dit la semaine dernière déjà, on organise comme tous les ans la quinzaine de la Palestine, qui commencera le 12 janvier au Café Théodore à Lokemo, qui se terminera le 2 février au cinéma Le Douron à Plestin, avec 2 jeudis de ciné-doc au Baladin à Lannion, entre-temps, avec un débat avec Loïc Lorestic, avec une conférence avec d'Agnès Levallois et une belle exposition à la médiathèque. Donc le programme est pratiquement finalisé, on va vous le communiquer. Rendez-vous aussi début février pour un Fesnos de soutien à l'Ouargat, soutien et de collecte de fonds pour
pour Amani, pour Al-Sanabel, pour toutes les associations.